style de plus en plus de marché. Samedi et dimanche. Parcourir la planète. Ce soir, au téléjournal, la famille de Kimver Gill est terrassée. Elle me l'a répété à plusieurs reprises. Le plus difficile en ce moment, c'est de savoir que des dizaines, voire des centaines de familles sont affectées par les gestes de notre propre fils. Elle ne s'explique pas le geste fou du tueur. Une survivante de Dawson raconte le drame. On se regardait, puis il a pris son fusil, l'a mis en avant devant lui, puis il a commencé à tirer. Megan Hennigan a été la première victime des balles du forcené. Ford est en panne. 10 000 nouvelles mises à pied, dont 700 en Ontario. Et tollé contre le pape, le monde musulman s'élève contre les propos de Benoît XVI sur l'islam. Mesdames et messieurs, bonsoir. Pour la première fois aujourd'hui, la mère de Kimver Gill s'est confiée à l'un de nos journalistes. Une femme abattue qui ne s'explique toujours pas le geste de son fils qui a semé la terreur au collège Dawson mercredi. Elle a d'ailleurs tenu à s'excuser auprès des victimes de la fusillade. Et puis on a aussi appris que Kimver Gill avait brièvement fréquenté l'armée. Alors Christian Latreille, vous avez passé la journée près de la résidence familiale. Et je peux vous dire que c'est une rencontre vraiment bouleversante qu'a faite notre collègue David Gentili avec la mère de celui qui a ouvert le feu au collège Dawson mercredi. Une mère déchirée entre l'amour pour son fils et le geste d'une violence inouïe qu'il a posée. Dans un tout autre registre maintenant, Céline, nous avons appris que Kimver Gill aurait souhaité devenir militaire. Il s'est d'ailleurs entraîné durant une courte période en 1999. Il voulait, semble-t-il, suivre les traces de certains proches de sa famille qui ont servi dans l'armée en Inde, le pays d'origine de sa famille. L'auteur de la tuerie au collège Dawson voulait devenir militaire. Selon nos sources, il souhaitait servir le Canada. L'armée canadienne nous a confirmé que Kimver Gill a suivi un entraînement à l'école de leadership et des recrues à Saint-Jean-sur-Richelieu du 12 janvier 1999 au 16 février de la même année. Il aurait quitté par lui-même et n'aurait jamais suivi de cours de maniement d'armes. Par ailleurs, notre collègue David Gentili a été le premier journaliste à pouvoir parler longuement avec la mère du tueur. Mais c'est vraiment la première chose qui est venue à l'esprit de cette dame-là, c'est nous dire, écoutez, on est tout à fait dévasté par ce qui s'est passé mercredi. On ne s'y attendait pas et on est plus que désolé. On se sent véritablement extrêmement mal à l'aise de tout le tort que ça a pu causer. La mère de Kimver Gill, qui est aussi atteinte de cancer, croule sous un énorme sentiment d'impuissance. Elle nous a dit que son fils avait toujours été un homme doux. Je pense qu'elle est habitée par une certaine culpabilité, à savoir qu'elle aurait peut-être dû voir venir ce qui s'est passé mercredi dernier. Elle me l'a répété à plusieurs reprises. Le plus difficile en ce moment, c'est de savoir que des dizaines, voire des centaines de familles sont affectées par les gestes de notre propre fils. Depuis 3 jours, les 4 membres de la famille refusent de sortir de la maison de peur d'être filmés ou photographiés. L'impression que ça me donne, c'est que cette famille-là n'a pas de moyens. Ils se sentent cernés à l'intérieur de leur maison, traqués par les médias et m'ont dit « la police nous aide un peu, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? » Même les amis et la parenté ne veulent pas leur rendre visite à cause de la présence des médias. Cette femme, qui fait partie de la famille, est tout de même venue leur porter de la nourriture. Au cours des prochaines semaines, cette famille aura besoin de beaucoup d'aide et de soutien. Les 2 frères jumeaux, le père, la mère, devront non seulement faire un deuil, mais aussi apprendre à vivre avec le douloureux souvenir de ces événements tragiques. Christian Latreille, Radio-Canada, Montréal. Maintenant, le personnel de Dawson était de retour au collège aujourd'hui pour préparer la rentrée des étudiants mardi. La direction a demandé aux professeurs d'être particulièrement attentifs aux signes de détresse des élèves. Une vingtaine de psychologues seront d'ailleurs sur place pour leur venir en aide et on s'affaire aussi à effacer les traces de la fusillade pour préparer une rentrée aussi normale que possible.
La terreur passée, les témoignages de sympathie affluent pour les victimes de la fusillade. Plusieurs ont déposé des fleurs et des messages devant le collège Dawson. D'autres se sont rendus à l'hôtel de ville pour témoigner aussi de leur solidarité. Les observations de Caroline Bellé. Des bougies allumées toute la nuit pour ne pas oublier. Des gerbes de fleurs et des messages d'espoir se sont accumulés devant chacune des entrées du collège Dawson. Parce que la réalité est difficile à affronter, certains étudiants ont préféré revenir en groupe avant la reprise des classes la semaine prochaine. On savait qu'on devait venir face aux fleurs, à médias, à tout le monde qui était ici, parce qu'on allait le faire mardi et mercredi également. Donc, on voulait tous se supporter aujourd'hui en tant que groupe, parce qu'on est un groupe très proche en service social. Donc, on a voulu tout faire ça ensemble. Plusieurs sont venus se recueillir en silence. Pendant ce temps, la Ville de Montréal invitait ses citoyens à l'hôtel de ville pour livrer témoignage dans un livre d'or. C'est ce qu'a fait cet étudiant, trop ébranlé pour retourner à Dawson pour le moment. Sa meilleure amie est toujours aux soins intensifs, mais il n'en veut pas au tueur. Je comprends pas le geste de cette personne-là, mais moi, la seule chose que je peux dire, c'est que j'ai beaucoup de peine pour la famille de cet individu-là. Les jeunes ont été particulièrement touchés par le drame. Comme un peu tous les jeunes de mon âge, j'ai été extrêmement touché et une grande incompréhension de ce qui s'est passé. On cherche à comprendre, mais... Cette femme, étreinte par l'émotion, s'inquiète pour notre jeunesse. Je suis éducatrice spécialisée, de voir comment notre jeunesse va si mal. C'est ça qui me touche énormément. De nombreux touristes ont également tenu à manifester leur solidarité. Et on a exprimé de la sympathie à nos cousins d'Amérique parce que de toute manière, la violence dans ce monde, il y en a vraiment de trop qui frappent des gens totalement injustes. Et je pense que quand on peut l'écrire, il faut l'écrire. Les citoyens qui désirent témoigner leur sympathie aux familles et aux élèves du collège Dawson pourront signer le livre d'or toute cette fin de semaine entre midi et 16h, ici même dans le hall d'honneur de l'hôtel de ville. Tous ces témoignages seront ensuite remis au directeur du collège Dawson. Caroline Bellé, Radio-Canada, Montréal. Une vingtaine de personnes ont été atteintes par les balles de Kimvergill. Une jeune femme est morte et 4 des victimes luttent toujours pour leur vie. D'autres s'en sont miraculeusement tirées. C'est le cas de Megan Hennigan, qui a été la première atteinte par les balles du tueur. Elle a raconté sa terrifiante aventure à ma collègue Dominique Poirier. Bonjour, Megan. Bonjour. Comment vous allez d'abord? Comment ça va aujourd'hui? Je vais bien. Je suis un peu fatiguée. J'ai un peu mal au bras, beaucoup à la jambe. Vous êtes sortie de l'hôpital? Hier à 4 heures. Hier à 4 heures. Est-ce que vous avez été opérée à l'hôpital? Non. Non? Les 2 balles ont passé à travers. Les 2 balles ont passé au travers de votre bras? Un dans mon bras, un dans ma jambe, dans la fesse. Alors, vous avez été atteinte de 2 balles, une dans le bras et une dans la fesse? Oui. Ça doit être assez douloureux. C'est vrai? Ouais, c'est du muscle. C'est quand même assez profond dans le muscle. Ça va prendre un petit peu de temps pour se réparer. Ouais. Et le moral, comment va-t-il? Ça va bien. J'ai pas une couple de mes amis sont venus hier. Toutes mes amies sont arrivées en même temps. Il y avait 5 ou 6 autos remplies de monde. Ils sont venus, m'ont apporté des fleurs, des biscuits, des toutous. Il y a beaucoup de monde qui appelle. Qu'est-ce qui est arrivé mercredi, Megan? Comment ça s'est passé? J'étais sur la rue de Maisonneuve, en avant de Dawson. Je parlais avec ma mère, puis mes 2 amis étaient en arrière de moi. Ils parlaient de quelque chose. Je regardais le monde qui passait pendant que je parlais. Puis il y a une auto de police qui est arrivée. Il s'est mis à côté de nous. Il a commencé à vérifier ses livres, tout ça. Il n'était pas en panique. C'était quelque chose de routine, je gage. Mais j'ai vu un gars, il était pas mal plus grand que le monde qui marchait. Il était tout habillé en noir. Il a pris mon œil. Je le regardais pour un peu, il marchait. Et vous a regardé lui aussi? Oui. Puis il s'est tassé dans l'arrière d'un monsieur. Puis j'ai vu qu'il y avait un fusil. Puis c'est à ce point-là, je me demandais s'il était vrai, s'il était en plastique, si c'était pour faire peur à la police ou quelque chose. Puis pendant que je me posais toutes ces questions, on se regardait. Puis il a pris son fusil, il l'a mis en arrière devant lui, puis il a commencé à tirer. Comme ça? Juste comme ça.
Il y avait le visage neutre, pas aucune indication qu'il allait faire ça, juste peint. Alors, il y avait des gens avec vous, votre mère était avec vous, vos amis aussi. Oui. Vous avez reçu, est-ce que vous avez réalisé tout de suite sur le coup? Non, quand vous avez ça m'a tiré? pris quelques minutes pour réaliser que oui, c'était un vrai fusil, que je me suis fait tirer, mais que je n'étais pas en danger. J'allais bien, je pouvais parler, je pouvais marcher un peu, je savais c'est quoi qui se passait. C'est là que je me suis mis pour me calmer, pour respirer, pour savoir c'est quoi qui se passait, s'il y avait d'autres mondes. Puis, Mais lorsqu'il vous a atteinte la première fois, vous l'avez senti quand même? Est-ce qu'on sent ça ou? Ben, tu le sens, mais pas vraiment. C'est comme, il y a quelque chose qui te frappe, puis tu sens plus rien pour 5-10 minutes, c'est juste chaud. Puis là, ça te frappe. 20 minutes après, ça commence à faire vraiment mal. Ça chauffe en dedans, tu peux le sentir. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que vous l'avez vu partir ou vous êtes tombé ou vous êtes resté debout? Je commençais à tomber parce que je l'ai dans la fesse en première. Ma mère, elle a sauté au-dessus de moi pour me couvrir parce qu'on ne savait pas s'il allait encore me tirer ou non. Puis j'étais à terre, je pouvais juste voir des souliers, il y avait du monde qui courait partout. Puis j'ai vu ses bottes passer en avant de moi, il a tourné, puis il a descendu les escaliers, rentré dans l'école. Aviez-vous eu peur qu'il revienne? Si vous ne pensiez pas du tout à ça, vous l'avez vu passer? Ou... C'est juste, pendant 5-10 minutes, on entendait les coups qui passaient, du monde criait, puis ça allait arrêter. 2-3 minutes, puis quand ça a recommencé encore là, on avait peur qu'il ressorte, puis qu'il vienne encore voir s'il y avait du monde qui n'était pas mort, s'il y avait du monde qui n'était pas encore blessé. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans votre tête? Est-ce qu'on... Évidemment, il y a beaucoup de confusion, j'imagine, mais est-ce qu'on se dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui arrive? Ou bien si c'est plutôt le noir total? Non, je pensais, OK, c'est quoi qui se passe? C'est pourquoi j'ai mal? Je pouvais pas bouger mon bras ni ma main. J'essayais de faire ça, puis j'étais vraiment confus. Je savais pas pourquoi quelqu'un voulait faire ça, mais là, je raisais. Il n'y a pas une raison pourquoi je me suis fait tirer pour le monsieur en arrière de moi. C'est juste qu'il allait faire ça si on était là ou non. Puis on était à la mauvaise place au mauvais temps, c'est tout. Vous n'avez jamais perdu connaissance? Non. Vous avez été consciente tout le temps? Oui. Quand vous repensez d'abord aujourd'hui à l'homme que vous avez vu là, sur le trottoir, vous en avez bien sûr entendu parler, hein, on a beaucoup entendu parler hier de son profil, tout ça. Oui. Vous vous dites quoi par rapport à lui? Je trouve que c'est injuste au monde qui... Ça va être injuste envers le monde qui s'habille comme lui, qui ont le même intérêt en les livres qu'ils ont lus, la musique qu'ils écoutaient. Je pense que they're gonna target le monde qui apparaît comme lui, même si mentalement, c'est pas pareil. Parce qu'on a beaucoup parlé des gothiques, hein? Ouais, donc vous craignez maintenant que les gens se disent les gothiques, c'est des gens violents. Et par rapport à lui comme tel? Il était dérangé, c'est tout. Ouais. C'était pas la faute à une personne en particulière, c'est... Est-ce que vous lui en voulez? Non. Il a eu ce qui... He got what was coming to him. Oui, hein, parce qu'effectivement, on Même sait comment ça s'est terminé. Ouais. Alors, pour lui, vous comprenez donc que c'est un garçon qui était simplement... c'était un garçon dérangé. Ouais. Il y a malheureusement une jeune femme qui a perdu la vie aussi dans ça. Ça, j'imagine que ça doit venir vous chercher un peu. Oui, c'est malheureux. Il n'y a pas une raison pourquoi elle a dû mourir. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? D'abord, est-ce que vous allez recevoir de l'aide? Oui, je vais à la CLSC. Ils vont m'envoyer des infirmières, psychiatres, tout ça, juste pour s'assurer que je suis correcte. Puis j'ai beaucoup de monde avec qui parler. Ils m'ont donné beaucoup de numéros, j'ai beaucoup d'amis. Finalement, ce qu'on réalise, c'est que c'est d'en parler. Hein? Il ne faut pas garder ça en dedans. C'est la raison pour laquelle vous vouliez en parler aussi aujourd'hui? Oui, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont encore peur de retourner à l'école, de retourner à l'endroit général à cause de ce qui est arrivé. Mais c'est un incident isolé, ça va. J'ai pas peur que ça arrive encore. Non. Vous n'avez pas peur de retourner à l'école? Non. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez retourner quand même au collège. Là, vous en avez pour combien de temps de convalescence? Ma jambe, ils m'ont dit au moins 2 mois. Pour mon bras, ça va être beaucoup plus. Ouais.
Là, j'ai l'impression que vous allez passer à autre chose. Hein? Vous allez mettre ça derrière vous. Rapidement, vous pensez, c'est ce que vous voulez faire? Oui. Ouais. Bon, on vous souhaite bonne chance et bon courage. Merci Megan. Merci. 7 blessés sont toujours soignés à l'hôpital général de Montréal et une bonne nouvelle pour 2 d'entre eux qui ont pu quitter les soins intensifs aujourd'hui. Jean-Sébastien Cloutier est sur place. Alors Jean-Sébastien, il y en a 2 autres par contre qui sont toujours dans un état critique. Oui, tout à fait, Céline. Au moins, on peut quand même dire que leur état s'est stabilisé au cours des 24 dernières heures, ce qui n'est pas rien parce qu'il faut dire, ces patients, ces jeunes patients, ils sont jeunes, partent de très loin, auront un très dur combat à mener pour survivre. Ils ont subi des blessures par balle très sévères, en fait, soit intracrâniennes ou à l'abdomen et nécessiteront et continuent de nécessiter des soins d'autant plus complexes. Voilà pourquoi les médecins font preuve d'une grande prudence, d'un optimisme très modéré, ne s'avancent pas à faire de pronostics et avouent que leur vie est encore menacée. Alors cela dit, demain ici à l'hôpital, il y aura à nouveau un point de presse pour parler de leur état de santé. En terminant, vous dire qu'après l'événement de mercredi, il y a une ligne téléphonique d'écoute qui a été mise sur pied ici à l'hôpital. En moins de 2 jours, il y a eu plus de 160 appels. La moitié des appels provenaient de gens qui avaient besoin d'aide psychologique. Une preuve supplémentaire qui montre à quel point la communauté montréalaise a été ébranlée par cette fusillade. En effet, merci beaucoup Jean-Sébastien. Au revoir. Un autre dossier maintenant, les affaires vont de mal en pis pour la compagnie Ford. Le géant de l'automobile vient d'annoncer la suppression de 10 000 postes additionnels dans son plan de restructuration. Avec les 4 000 suppressions déjà annoncées, c'est le tiers de ses effectifs en Amérique du Nord qui disparaissent. 700 de ces emplois seront perdus en Ontario. Les précisions de Christian Grégoire. Ford appuie sur l'accélérateur pour se sortir du marasme. We need to go further and faster. Il faut faire plus et plus vite, affirme ce haut dirigeant de Ford. Le géant de l'auto avait déjà annoncé la suppression de 25 à 30 000 emplois. Il y en aura 10 000 de plus. Et le plan de compression est devancé de 4 ans. Ford continues to face a real crisis. It continues to lose market share. La crise se poursuit, dit le président des TCA. Ford perd toujours des parts de marché. Cette usine de moteurs de Windsor fermera ses portes l'an prochain. Plus de 700 emplois disparaissent, mais on s'y attendait. Everybody here knew what was coming. Tout n'est pas sombre toutefois pour les employés de Ford en Ontario. Cette usine de St. Thomas, dans le sud de la province, assemblera une nouvelle voiture. Un peu de répit pour les travailleurs. Now it's coming here and I know our members are going to be extremely happy. À Oakville, l'usine reste aussi ouverte malgré la disparition prochaine de la mini-fourgonnette Freestar. The all-new Ford Fairlane. Remplacée par de nouveaux modèles comme celui-ci. I think it sounds like we have a pretty good future. Ford veut revamper 70% de ses véhicules d'ici 2 ans. Il faut rendre à César ce qui est à César. Chez les 3 Américains, Ford a toujours été la seule compagnie qui était capable de se remettre en question et qui était capable de faire preuve d'autocritique. Pendant ce temps, les constructeurs asiatiques ont le vent dans les voiles. Toyota, notamment, cherche 2000 travailleurs pour l'ouverture en 2008 de son usine de Woodstock, en Ontario. Ford a perdu plus d'1,5 milliard de dollars américains au dernier trimestre, mais croit être sur la bonne voie pour générer des profits en 2009. Le succès de la restructuration du géant de l'auto repose en grande partie sur l'accueil que les consommateurs réserveront à ces modèles améliorés. Christian Grégoire, Radio-Canada, Toronto. Bonsoir Gérald. Bonsoir Céline. Alors en plus de Ford, Daimler Chrysler aussi connaît des difficultés. Oui Céline, Daimler Chrysler, c'est le 5e constructeur automobile au monde et l'entreprise revoit à la baisse ses prévisions de profit pour cette année. L'entreprise abaisse de près de 20% ses prévisions pour son bénéfice d'exploitation. Comme Ford, Daimler Chrysler connaît de sérieuses difficultés aux États-Unis. La guerre des prix est féroce. Les consommateurs optent également de plus en plus pour de petits véhicules économiques, moins énergivores.
Chrysler entend d'ailleurs lancer de nouveaux modèles qui consomment moins d'essence. Bon, et malgré les prix élevés de l'énergie, les ventes de camions ont grimpé au Canada en juillet. Oui, parce que, selon Statistique Canada, les consommateurs ont voulu profiter de programmes incitatifs et de la baisse de la TPS en juillet. Les ventes ont grimpé de 3 %, ce qui efface les pertes des mois précédents. Les ventes de camions ont fortement progressé alors que les ventes d'auto ont glissé. Depuis 2004, les ventes de camions sont en hausse malgré la progression des prix de l'essence, mais il faut dire quand même que la catégorie des camions ne comprend pas seulement les véhicules utilitaires sport, mais également les mini-fourgonnettes qui sont très populaires. Et puis, parlant essence, parlons pétrole, le prix du baril est tombé à son plus bas niveau en 6 mois aujourd'hui, alors que les analystes sont d'avis que les stocks d'essence, de pétrole et de mazout sont suffisants pour répondre à la demande aux États-Unis. Et merci beaucoup, Gérald. Bonne fin de semaine. Le comédien Pierre Curzi sera candidat du Parti québécois. Je la sens, je la vois. Le premier ministre du Liban dénonce le gouvernement Harper. La ménopause est une phase normale de la vie qui est inévitable. Selon les personnes, l'intensité des symptômes tels que les bouffées de chaleur peut être variable. Féminex Méno est une formulation exclusive contenant une des plus grandes variétés d'isoflavones reconnues pour leur efficacité. Pour aider à soulager les symptômes associés à la ménopause, Féminex Méno, d'Adrien Gagnon, un produit de santé naturelle. Il arrive parfois qu'une artiste nous transperce avec sa voix remarquable. Madeleine Peyroux est une de ces artistes. Le comédien Pierre Curzi fait le saut en politique. Radio-Canada a appris que le président de l'Union des artistes sera candidat dans la circonscription de Bordua, en Montérégie. Il fera donc partie de cette équipe de rêve que souhaite rassembler André Boisclair en vue des prochaines élections. Quant à Lisette Lapointe, l'épouse de Jacques Parizeau, elle lorgnerait une circonscription dans la région de Québec. Voici ce que Pierre Duchesne a obtenu. On est en train, ensemble, d'arriver à bâtir cette équipe de rêve. Je la sens, je la vois. Une première recrue dans cette équipe de rêve, l'acteur Pierre Curzi, président de l'Union des artistes du Québec, fait le saut en politique. Radio-Canada a appris qu'il sera candidat dans le comté de Bordua. Il en fera l'annonce très bientôt. André Boisclair travaille maintenant à convaincre le doyen de la faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke, Régent Hébert. S'il accepte, le PQ est prêt à lui offrir un comté sûr. À Québec, l'avocat André Jolicoeur nous a annoncé qu'il sera candidat dans le comté de Louis Hébert. Je crois avoir fait le maximum dans l'ombre. Il est maintenant temps d'être le représentant de la population à l'Assemblée nationale. En 1998, André Jolicoeur avait défendu la thèse souverainiste devant la Cour suprême comme amicus curiae. C'était lors du renvoi du gouvernement fédéral relatif à la sécession du Québec. Nous avons aussi appris que l'ancienne ministre péquiste Linda Goupil se représentera dans Lévis. À Québec, une jeune avocate, Véronique Yvon, tentera sa chance dans Jean Talon. Les bloquistes Christian Simard, Richard Marceau et Yvan Loubier songent sérieusement à se présenter dans la région de Québec. Mais le nom qui risque de faire le plus de bruit, c'est celui de Lisette Lapointe. Déjà, sa volonté d'être candidate pour le Parti québécois ne fait pas l'unanimité. De rappeler des gens, c'est rare qu'un monument historique fait quelque chose de renouveau. Mais André Boisclair étudie un scénario qui permettrait à l'épouse de Jacques Parizeau d'être candidate dans la région de Québec. Force est de constater que l'équipe de rêve d'André Boisclair n'est pas encore formée. Stephen Guilbeault de Greenpeace a refusé de se présenter et Louis Bernard, qui voulait diriger le parti, ne sera pas candidat.
Pierre Duchesne, Radio-Canada, Québec. Une deuxième candidate abandonne la course à la direction du Parti libéral du Canada. Il s'agit de Caroline Bennett, une ex-ministre dans le gouvernement de Paul Martin. Elle accordera son appui à Bob Rae. Maurizio Bevilacqua s'est retiré cet été, lui aussi au profit de Bob Rae. 9 prétendants restent encore en lice. Eh bien, c'est confirmé, Ottawa envoie 200 soldats de plus en Afghanistan. Plus de la moitié d'entre eux proviendront du Royal 22e Régiment, basé à Valcartier, près de Québec. Les autres font partie d'un escadron de chars Léopard qui proviennent de l'Alberta. Le Canada aura donc 2500 soldats en Afghanistan, ce qui répond en partie aux demandes de renfort formulées par l'OTAN. Des propos tenus par Benoît XVI à l'endroit de l'islam ont provoqué une onde de choc dans le monde musulman. Le pape a associé la religion islamique à la violence, ce qui a provoqué des manifestations, des protestations de plusieurs leaders musulmans et des manifestations dans bien des villes. Les précisions de notre correspondant à Paris, Luc Chartrand. Benoît XVI a été accueilli en grande pompe dans son Allemagne natale et bien sûr dans cette université même où il a longtemps enseigné la théologie. C'est d'ailleurs là, au cours d'une réflexion théologique sur la violence dans l'islam, qu'il a cité un empereur byzantin du XIVe siècle. Montre-moi donc ce que Mahomet a apporté de nouveau. Tu ne trouveras que des choses mauvaises et inhumaines, comme le droit de défendre par l'épée la foi qu'il prêchait. Benoît XVI est allé plus loin. Dans l'islam, dit-il, la volonté de Dieu n'est liée à aucune de nos catégories, même pas à la raison. La colère a été immédiate dans le monde musulman et continue de se propager. Au Pakistan, le Parlement a exigé à l'unanimité une rétractation. Après Bush qui a parlé d'une croisade, cette déclaration va nous conduire à un choc des civilisations, dit ce député islamiste. Ce conseiller des affaires religieuses du gouvernement turc estime que Benoît XVI devrait annuler sa visite en Turquie, prévue pour novembre. Dans les mosquées chiites d'Irak, comme partout dans le monde arabe, les prêches se multiplient. En France, pays qui compte le plus grand nombre de musulmans en Europe, la crise suscite un malaise. Le recteur de la Grande Mosquée de Paris pense que le pape entretient une confusion. De voir mélanger l'islam, qui est une religion révélée, et l'islamisme, qui est une idéologie violente, qui est une idéologie politique. On craint aussi la rupture avec Jean-Paul II, qui a ouvert plus que nul autre avant lui le dialogue avec l'islam. Cette attitude a été sublimée par des papes comme Jean-Paul II en particulier ou Jean XXIII. Mais Jean-Paul II a eu des paroles extrêmement amicales vis-à-vis de l'islam, religion. Pour ce spécialiste du christianisme, le pape connaît le poids des mots et de sa fonction. Qui dit ces mots? C'est le pape. Si ça avait été le cardinal Ratzinger, ça aurait eu moins d'effet. Mais c'est le pape qui commande 1,1 milliard de catholiques. Cette affaire peut avoir des répercussions plus profondes que l'incident des caricatures de Mahomet, car le chef de la plus grande église chrétienne du monde semble avoir voulu rappeler et même souligner tout ce qui sépare l'Occident de l'islam. Luc Chartrand, Radio-Canada, Paris. Une des plus célèbres journalistes italiennes, Oriana Fallaci, est morte. Elle était connue pour être une intervieweuse redoutable ainsi que pour ses prises de position controversées sur l'islam. Elle est morte du cancer à Florence. Elle était âgée de 77 ans. Oriana Fallaci a interrogé les plus grands dirigeants de la planète. Elle a été correspondante de guerre au Vietnam et au Proche-Orient. La journaliste a aussi écrit plusieurs livres, dont un après les attentats du 11 septembre 2001. Le sommet des pays non alignés s'est ouvert ce matin à Cuba sans Fidel Castro, toujours en convalescence. Castro a tout de même été élu par acclamation à la présidence du sommet qui réunit les dirigeants d'une cinquantaine de pays dont plusieurs sont des bêtes noires de Washington.
Nos collègues de la CBC sont sur les lieux, mais Cuba a refusé d'accorder un visa à notre correspondant Jean-Michel Leprince et à son caméraman sans fournir d'explications. Radio-Canada a protesté auprès de l'ambassade de Cuba pour un geste qui porte atteinte, selon elle, au droit à l'information des Canadiens de langue française. Une tragédie écologique en Côte d'Ivoire. Au moins 6 personnes sont mortes et des milliers d'autres ont été incommodées par des déversements toxiques dans des dépotoirs illégaux. Les hôpitaux d'Abidjan, la capitale commerciale, sont débordés. La colère est telle qu'un groupe de citoyens s'en est pris au ministre des Transports qui a été roué de coups et grièvement blessé. Notre correspondant Jean-François Bélanger raconte. Sur cette bretelle d'autoroute, des ordures ménagères à perte de vue et partout une odeur pestilentielle. Dans les terrains vagues aussi et aux principaux carrefours de la ville. Depuis quelques semaines, Abidjan est devenu une poubelle à ciel ouvert. Suite au déversement il y a 3 semaines de 500 tonnes de déchets toxiques dans 11 dépotoirs de la ville, les éboueurs refusent d'y mettre les pieds, craignant d'être intoxiqués par les vapeurs nocives. Alors, ils déchargent les poubelles un peu partout, en attendant que les sites soient décontaminés. Le débat, ça contamine, ça tue les gens. Ils sont obligés. Là, c'est mieux que d'aller se faire empoisonner là-bas. L'affaire des déchets toxiques a débuté dans la nuit du 19 août dernier, quand des camions-citernes comme celui-ci ont déversé en catimini le contenu des cales du Probo Koala, un cargo grec battant pavillon panaméen affrété par une compagnie hollandaise. Le mélange de résidus pétroliers et de soude caustique dégage des gaz hautement nocifs qui ont jusqu'ici intoxiqué des dizaines de milliers de personnes et fait au moins 7 morts. Devant l'ampleur du scandale, le premier ministre ivoirien a présenté la démission de son gouvernement et annoncé la création d'une commission d'enquête. La responsabilité administrative, quant à elle, doit s'assumer, ici et maintenant. Trop peu, trop tard aux yeux de beaucoup d'Ivoiriens, à commencer par les gens qui vivent aux abords des sites contaminés et qui n'ont toujours pas été évacués ni relogés et encore moins indemnisés. Nous ne sommes pas du tout satisfaits parce qu'entre ce qui se déclare sur les antennes et ce qui se vit vraiment sur le terrain, vraiment c'est le jour et la nuit. Charles Corré, lui, a décidé de ne plus rien attendre des autorités et a entrepris de déménager, quitter cet appartement où il a été intoxiqué avec sa femme et son bébé de 4 mois. Il vient de sortir de l'hôpital après y avoir passé 8 jours. Pour lui, c'est une question de survie. Je ne vais pas parce que j'ai peur, je ne vais pas parce qu'il n'y a pas de mesures de sécurité, on ne fait rien pour nous, voilà. Alors qu'un voile de mystère entoure encore les circonstances du déversement et que les travaux de décontamination tardent à débuter, une psychose est en train de gagner la population. Si les autorités ivoiriennes et les experts internationaux se veulent rassurants, l'inquiétude persiste au sein de la population, d'autant plus que beaucoup de questions demeurent sans réponse quant aux effets à long terme de ces produits toxiques. Plusieurs dérivés d'hydrocarbures sont en effet cancérigènes. Jean-François Bélanger, Radio-Canada, Abidjan. Le gouvernement libanais reste convaincu que le gouvernement Harper a pris fait et cause pour Israël